Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tour sur le jeu The Dark Quarter Cabal à la Nouvelle-Orléans. C'est un jeu qui a été édité par Lucky Duck Games suite à un financement participatif, si je ne dis pas de bêtises. Je n'avais pas participé à l'époque parce que je savais que le jeu sortirait en boutique et que son contenu serait amplement suffisant pour ce que je vais en faire. Je voulais vous présenter un peu ce jeu et les différentes façons qu'on peut avoir de l'apprécier. Alors, première chose à savoir, chose qui va poser problème à certains, j'en ai bien conscience, mais il existe une solution pour pallier à ça. C'est un jeu qui ne se jouera qu'avec votre tablette ou votre téléphone. Alors, sur le téléphone, les textes seront peut-être un petit peu petits, peut-être moins pratiques. Bref, en tout cas, vous aurez besoin de votre tablette pour jouer à ce jeu. Une application. La voilà. Désolée pour les reflets, hein, j'ai poussé au maximum la luminosité de la tablette, mais ça suffit quand même pas. Enfin voilà. Donc, vous avez Darkwater, donc ça c'est le jeu principal. Ensuite, vous avez Au plus noir de la nuit, c'est une extension qui va sortir, si tout va bien, la semaine prochaine. Donc on devrait l'avoir pour Noël, pour ceux qui espèrent pouvoir l'offrir en cadeau à l'un de leurs proches. Et Les démons du passé, alors ça je crois que c'est une petite boîte qui n'était disponible que justement dans le financement participatif. Mais vous verrez, il y a déjà bien de quoi faire. Je mets la tablette de côté un petit instant, je vais déjà vous montrer le contenu du jeu et vous expliquer un tout petit peu les bases. Alors, on met ça de côté et on va ouvrir la boîte. Alors, la boîte, elle est bien foutue. On a des inserts, le livret de règles évidemment. Voilà, je vous le montrerai un petit peu après. On a, je mets ça de côté. Non mon chat, tu viens pas. On a une map de la Nouvelle-Orléans. Parce que nos aventures d'enquête vont se passer en Nouvelle-Orléans. Voilà. Alors ça, quand on joue en multi, on va évidemment le placer sur la table. Dessus, on va y poser des points d'intérêt qui seront encore non dévoilés puis dévoilés. Vous allez voir, on va simplement retourner des tokens. On va pouvoir y déplacer des figurines, etc. Si vous jouez en solo, très franchement, l'application suffit. Et la map ne sert à rien. J'ai testé un tout petit peu le jeu hier soir. Et en fait, j'ai complètement laissé la map de côté. J'ai même oublié de bouger mes bonhommes dessus. Enfin, mes personnages, pardon. J'ai oublié de bouger mes personnages dessus. Enfin, tout ça pour dire que en multi, ça a un intérêt. En solo, pas vraiment. Donc là, on a la map de la Nouvelle-Orléans. Ici, alors, dans la version de luxe, vous avez des figurines pour tous les PNJ qu'on va rencontrer pendant nos enquêtes. Ici, ce sont des tokens. Voilà. Personnellement, je trouve que avec les tokens, c'est plus lisible. Après, chacun fera comme il voudra, mais j'aime bien utiliser les tokens dans ce genre de choses. Ensuite, nous avons les plateaux des personnages. On commence par Constance Moreau. Donc bon, c'est du double couche, hein, parce qu'on va devoir mettre des cubes, et si ça se barre toutes les 2 minutes, on va pas réussir à jouer correctement. Donc Constance Moreau. Ensuite, John Robichaud, lui qui est plutôt archétype détective. Winter Mullins, mais vous allez voir, ils ont des histoires personnelles, je vous raconterai ça après. Et puis, hop, des petits textes fluff au dos. Julia Paris. Voilà, donc son plateau perso, également sa petite histoire au dos. Ensuite, bon, les petites boîtes là, ça vient de chez Action. C'est moi qui les ai insérées dans la boîte. Ah, les cartes se sont un peu barrées. Donc ça, c'est une boîte par joueur. D'ailleurs, ces formats de boîte, si vous en trouvez chez Action, foncez, c'est génial. Hop.
Ensuite, on a ici tout un paquet de cartes qui seront liées à nos enquêtes et nos découvertes. Donc un beau paquet quand même. Ça, on va utiliser un petit porte-cartes parce que c'est plus simple, ça traîne pas partout. Ensuite, nous avons des cartes objets qu'on va gagner pendant notre aventure. Voilà, ça en fait aussi un sacré petit paquet. Donc là, on va mettre, on va dire de 1 à 10. Allez, de 1 à 10 dans le premier et de 10 à la fin derrière. Ce sera plus simple pour chercher. Ensuite, on a des cartes de compétences par personnage. Donc ça, c'est celle de Robichaud, le détective. Voilà. Charme à toute épreuve. Ici, aura magnétique. Ici, âme ancestrale. Donc ça, c'est pareil. On va se les répartir dans un porte-cartes puisque ce sera par personnage. Alors, c'est un jeu, n'hésitez pas à jouer les 4 persos, même si vous êtes tout seul, pour découvrir un petit peu tous les pendants narratifs qui sont possibles. Ça, je mets de côté. Et ensuite, nous avons ici des cartes lieux. Donc ça, ce sont, comment dire, c'est un petit peu le zoom des points d'intérêt qu'on va avoir sur la grande map. Si par exemple, on me dit, ici, il y a un théâtre, par exemple, eh bien, quand je vais me rendre à ce théâtre, on va me dire, prenez la carte 2 et la carte 7. Exemple, hein, c'est faux, mais prenez la carte 2 et la carte 7. Je vais les dévoiler et voir réellement ce qui se passe au théâtre. Voilà. Donc ça, grand format de carte qu'on va pouvoir visiter. Ensuite, on a les dés de nos personnages. Ils sont énormes. Donc là, ce sont les dés principaux de nos personnages. Ils sont super beaux. C'est bien, ça fait bien le point. Vous voyez, ils sont bien travaillés. Ils sont vraiment chouettes. Hop. Donc on en a 2 par couleur, parce que ça, ce sont les dés principaux. Et ensuite, on en a des petits. Et ces petits dés-là, ce sont les dés de fatigue. Alors, les dés de fatigue, vous voyez, avec les 2 gros dés jaunes, on aura 3 petits dés, qui sont des dés normaux en réalité. Hein. Donc avec les 2 énormes dés jaunes principaux, on aura 3 petits dés de fatigue qu'on va gagner et utiliser, puis regagner, puis réutiliser. On va pouvoir les capitaliser pour réussir des actions un petit peu de façon éclatante, ou pour faire des interrogatoires, ce genre de choses. Donc, on va les gagner, les dépenser, etc. etc. Ça, c'est une mécanique à part entière du jeu. Donc, par personnage, 5 dés. 2 gros, 3 petits. Donc là, c'est pour les rouges. Là, pour les verts. Et là, violet. Ensuite, je vous montre ce qu'on a encore dans la boîte. Des cubes de réserve, ça vous allez voir, on va pouvoir s'en servir. Des figurines pour des ennemis majeurs. Il y en a encore un ici. Voilà, qui nécessite, d'après le livret de règles, d'être représenté dans le jeu. Et là, on a nos personnages. Je vais vous les montrer aussi. Alors, cette vidéo-là, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil. Je vais juste vous montrer la mise en place pour les personnages, faire une petite présentation des personnages, rapidement des règles, vous dire comment vous pouvez le jouer en multi et en solo pour que ce soit un peu différent, peut-être un peu plus dynamique, plus roleplay. Et je ferai dans une vidéo à part
du gameplay. Comme ça, vous ne serez pas spoilé si vous aussi vous voulez vivre les aventures de The Dark Quarter. Donc pas de panique sur celle-ci, tout ira bien. Je vais vous montrer les figurines. Alors, ici, nous avons Winter Mullins. Voilà, donc là c'est ce personnage. Ici, John Robichaud. Donc on va leur poser leur dé en même temps. Ensuite, Constance Moreau. Ici. Avec ses dés. Et la dernière, Julia Paris. Voilà. Très franchement, les figurines sont sympas. C'est vraiment déjà beaucoup mieux que dans Destiny's pour ceux qui se rappellent des horribles figurines minuscules qui étaient dans les boîtes. Voilà. Alors, on va reprendre l'application. Alors, je vais mettre un petit peu le son pour vous faire écouter. Donc en fait, on a une ambiance musicale pendant la partie, un peu jazzy, un peu smooth, un peu sympa. C'est pas trop répétitif, c'est pas comme l'application d'ISS Vanguard qui m'a rendu dingue. Je vais quand même baisser le son, c'était juste pour vous donner une idée. Je le laisse un tout petit fond. Donc on appuie sur le jeu de base. The Dark Quarter, cabale à la Nouvelle-Orléans. Menez une enquête dangereuse dans la sombre Orléans pour le compte de l'agence Beaumont. Vous devez posséder un exemplaire physique de la boîte de base pour jouer, est-ce bien le cas? On a dit que oui, ici, en appuyant. Nouvelle partie. Alors, il y aura peut-être le petit texte de démarrage. Alors, on me demande si j'ai du contenu additionnel, donc c'est bien ce que je vous disais juste avant, les figurines de luxe. En fait, là, il y a une figurine de personnage, mais ne vous trompez pas. Quand on vous demande si vous avez les figurines de luxe, c'est à la place des tokens des PNJ. Donc, moi, je ne les ai pas, je ne valide pas. Les démons du passé, c'était uniquement avec le financement participatif. Je ne l'ai pas non plus, je ne valide pas. On peut jouer en plusieurs niveaux de difficulté et c'est par rapport à la contrainte de temps. Je vous lis le texte. Le niveau choisi détermine combien de temps vous aurez pour prendre une décision lors des choix décisifs. Vous pourrez le modifier plus tard dans les paramètres de jeu. Alors, un niveau de stress faible, donc pas de stress. Vous aurez tout le temps de lire les textes et de réfléchir à vos choix. Un niveau de stress moyen équivaut à haute tension. Donc c'est le jaune. Vous serez un peu sous tension mais aurez au moins quelques secondes de réflexion. Donc apparemment, on va nous demander des choix cruciaux pendant la partie, on verra ça. Et en ébullition, niveau de stress élevé, pas le temps d'hésiter. Vous devrez lire les textes et prendre une décision presque instantanément. On va se mettre en haute tension, un niveau moyen, parce que je pense que pour débuter, ça peut être pas mal. Ensuite, on va choisir nos personnages. Choisir nos personnages. Moi, je prendrais bien le petit duo de gauche. Voilà. Je vais pas vous dévoiler tous les personnages. Je vais prendre John Robichaud et Constance Moreau. Donc ici et ici. John Robichaud, Constance Moreau. Donc je vais mettre de côté pour l'instant Julia Paris et Winter Mullins. J'ai sélectionné les deux personnages qu'on va prendre. Je rapproche un peu la tablette parce que maintenant c'est surtout là que ça va se passer. Voilà, je pense que là, vous la verrez bien. Je
vais rebaisser le son. Je pense que ça va. Allez. Alors, John Robichaud. Il a des compétences en talent, combat, ésotérisme et en charisme. Je vais vous dire à quoi ça correspond exactement. On va regarder ça ensemble. Et c'est noté ici. Le talent, c'est les capacités d'enquête, d'observation et d'agilité. Le combat, c'est plus pour l'attaque et la défense, on pouvait s'en douter. L'ésotérisme, on va parler de sorcellerie et connaissances occultes. Et le charisme, attrait et communication, ce qui détermine souvent le nombre de questions qu'un personnage peut poser pendant un tour. Ok. Un petit peu, du coup, comme dans les jeux de rôle, des compétences qu'on va utiliser. Alors, comment ça se passe? On va reculer ça. Je vais vous montrer, par exemple, pour John Robichaud, du coup, boîte verte. Nous avons en talent, donc capacité d'enquête, comme on vient de voir. Je recule un peu comme ça, vous voyez tout. 4, 7, 9. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos cubes vont être placés ici, 4, 7 et 9, sur la ligne d'enquête. Ça veut dire que je vais d'abord placer les cubes et je vous montre après. C'est très très simple comme système de jeu et ça reste intéressant. Si par exemple j'ai 4, 7 et 9, je lance 2 dés, mes 2 dés principaux. On va dire que j'ai un dé de fatigue qui était disponible dans ma réserve et que je vais le lancer avec. Je fais 4, 2 et 2. Si j'additionne tout ça, ça fait 8. Sur ma ligne là, je vais jusqu'à 8. Ici, j'ai 2 cubes avant, ça veut dire que j'ai 2 réussites. Donc si la tablette me demande combien j'ai de réussites en talent, j'en aurai 2. Là, je lui indique mes 2 réussites et ensuite, elle me dira quoi faire. Donc en talent, j'ai 4, 7, 9. En combat, apparemment, je ne suis pas un mauvais combattant non plus. J'ai 5, 7 et 11. En ésotérisme, là par contre, c'est pas complètement ma partie. 7, 10 et 11. Parce que du coup, vous aurez bien compris, si mes valeurs sont élevées, j'ai moins de chances que mes résultats de dés atteignent ces valeurs-là. Du coup, ce sera plus difficile pour moi de réussir les tests qui concernent l'ésotérisme. Et en charisme, donc, tout ce qui va concerner les interrogatoires de personnages, les discussions, ce genre de choses, j'ai 5, 9 et 11. Ensuite, on me dit, j'ai des objets de départ. Je rapproche un peu. Donc, objet de départ, j'ai de l'argent, la carte 0,1, et un pied de biche, la carte 16. C'est normal, on ne part jamais sans son pied de biche, évidemment. Donc la carte 1, c'est noté ici en bas. J'ai de l'argent. Comment se montre une carte? Par exemple ici, c'est inconsommable. Ça veut dire que si je l'utilise, je vais la défausser. C'est de l'argent. C'est une carte que je vais pouvoir scanner en cas de besoin pendant l'enquête. Et c'est une carte que je peux aussi utiliser pour ce petit texte-là. Et à ce moment-là, si je le fais, je défausse la carte. Et je n'aurai plus mon argent, évidemment, vu que je viens de payer quelque chose avec. Donc, il a de l'argent. Et il a un pied de biche, carte 16. Alors, apparemment, il y a des objets contendants là-dedans. 16, le pied de biche. Voilà, comme ça vous voyez la carte.
pendant n'importe quel test de force, donc là on se réfère sur le plateau à la petite icône rouge qui est représentée ici, donc c'est les tests de combat, chaque 1, 2, 3 et 4 ajoute 1 de plus au total du lancer. Pas mal du tout. Et c'est une carte également consommable. Donc voilà pour John Robichaud. On va passer à la préparation de Constance Moreau. Constance Moreau, elle, alors sa petite boîte, elle est là. Je vais prendre les cubes dont on a besoin. Du coup, on a les 3 verts. Les 3 violets. Hop, on a tout ce qu'il faut. Constance Moreau en talent, donc ses capacités d'enquête. Elle a 6, 8 et 11. En combat c'est pas facile pour elle. Apparemment, elle est menue et pas très entraînée en tout cas. Elle a 8, 10 et 11. On va essayer peut-être d'éviter d'énerver trop de gens mal intentionnés. En ésotérisme, par contre, là, il semblerait qu'elle ait des talents. 5, 6 et 11. Et en charisme, elle a 5, 8 et 11. Voilà pour elle. Ses objets de départ, elle a également de l'argent, donc une carte 1, la même que ce cher monsieur Robichaud. Les noms dans le jeu sont marrants, je trouve quand même. Et elle a un gris-gris, la carte numéro 8. Là. Un gris-gris, qu'est-ce que ça lui permet de faire? Pendant n'importe quel test, du coup, d'ésotérisme, ajouter 3 au total de lancer. Ah ouais, c'est plutôt sympa comme carte. Effectivement. Une carte qu'on peut scanner aussi. Peut-être qu'à un moment, on aura besoin d'avoir quelque chose qui nous protège. Peut-être. On ne sait pas. On va voir ça. En effet. Ensuite, on va regarder dans le livret de règles. On nous parle des capacités de personnage au début de la partie. Ce sont les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, pour Constance Moreau, par exemple, il y a les cartes Aura magnétique, Don magique et Virtuose des arcanes. Vous voyez ici qu'il y a un petit dé à droite, en haut des cartes. Ensuite, vous avez des cartes 1, des cartes 2 et des cartes 3. Ah, ça y est, ça fait le point. Donc là, D, 1, il y a des 2 ici et des 3. Pour le début de la partie, on va prendre les 3 cartes avec D comme carte de départ. On les retourne, on en prend connaissance et on en choisit une. On peut choisir ici, alors, Virtuose des arcanes. Pendant tous les tests, chaque paire de... c'est ceci. La face étoile du dé, qui normalement équivaut à un échec puisque ça n'a pas de valeur numérique. Chaque paire d'étoiles ajoute 2 au total de lancer. Donc ça suppose qu'on fasse 2 dés avec des étoiles dessus. Don magique. Pendant tous les tests, chaque étoile ajoute X au total du lancer, où X correspond au nombre d'étoiles. Ok, si on fait 2 étoiles, on ajoute 2, si on fait une étoile, on ajoute 1. Ça marche. Et aura magnétique. Pendant tous les tests dans votre lieu, chaque étoile ajoute 1 au total du lancer. Alors là, vous notez, il y a une icône ici, et c'est une icône coop. Ça veut dire que ces cartes-là ne sont utilisables que par moi. Cette carte-là, elle est utilisable, comme c'est écrit très précisément sur la carte, pendant tous les tests dans mon lieu. Donc, si, comment il s'appelle, John Robichaud
est avec moi à la cafétéria en train de manger une glace à la vanille et qu'il a besoin de tester si elle est empoisonnée ou pas, eh bien, une étoile dans son test, vu qu'on est ensemble en train de manger notre glace, va ajouter 1 au total du lancer, tout simplement. Je vais prendre cette carte-là, parce qu'elle m'intéresse bien. Donc je prends celle-ci. Les 2 autres cartes, je les remets là et elles seront disponibles pour plus tard. Pour notre ami Robichaud, on a le choix. De la même façon, hein, il y a des petites icônes avec D, 1, 2 et 3. Donc là, on se contente des 3 premières cartes, donc les cartes de départ. Nous avons... Fais le point, s'il te plaît, la caméra. Voilà. Endeuillé. Pendant tous les tests, chaque étoile ajoute X au total du lancer où X correspond au nombre de dés de fatigue utilisés. Alors, on voit dés de fatigue parce que ce sont des dés à fond blanc. Maximum 3. Détective né. Pendant tous les tests d'enquête, on va dire, d'investigation, chaque... Qu'est-ce que c'est que cette icône-là? Chaque... Compte comme double. Ah, mais bien sûr, c'est la réussite automatique, un succès ajouté automatiquement, uniquement présent sur les dés de fatigue. Ça, c'est très très sympa. Hein. Sachant qu'en plus, John Robichaud a déjà de très très bonnes stats pour tout ce qui concerne l'enquête et l'investigation, ça peut être très intéressant de booster encore sa qualité et de le rendre imbattable dans le domaine. Et ensuite, nous avons le professionnel. Pendant tous les tests, chaque 4 ajoute 2 de plus au total du lancer. Ça, c'est très très fort. Encore faut-il tomber sur un 4. Mais les dés, en fait, sont numérotés de 1 à 4. Bien sûr, il n'y en a qu'un par dé. Mais c'est très intéressant si on peut ajouter 2. Sur les dés de fatigue, il n'y a pas de 4 par contre. Non, il n'y en a pas. Je vais quand même prendre ça parce que c'est très intéressant. Voilà. Donc on va prendre le professionnel. Pour notre ami John Robichaud, on remet ces 2 cartes qu'on n'a pas choisies sur son petit tas à lui. Ça c'est fait. Donc, on a donné les objets de départ à nos personnages. On va dire OK. Mise en place des joueurs. Ah ben voilà, c'est ce que ça expliquait. Récupérez 3 cartes capacités dont le dos affiche la lettre D dans un cercle. Ce sont les capacités de départ de votre personnage. Choisissez l'une d'entre elles et déverrouillez-la gratuitement. Rassemblez le reste de vos cartes capacités dans un même paquet. Vous aurez la possibilité de les déverrouiller pendant la partie en dépensant des pions. Et là, je vous montre les pions. Ça, ce sont... si ça veut bien. Est-ce que ça veut bien? Oui. Des pions de points d'expérience. En fait, c'est la tablette dans le fond qui empêche le zoom, j'imagine. Ça galère. Allez, zoom. Bon, elle veut pas tout de suite. C'est pas grave. Donc ça, ce sont des points d'expérience. Il y a des petits pions qui valent 1 d'expérience. Et des gros pions qui valent 5. Voilà, ce sera pour faire de la monnaie. Alors, donc on en était à rassembler le reste des cartes dans un même paquet, nanana, en dépensant des pions d'expérience. Les joueurs ont-ils tous récupéré leur objet et leur capacité de départ? Oui. On appuie. Et là, c'est parti. Alors attention, ceux qui ne veulent aucun spoil, vous pouvez déjà arrêter la vidéo. Sinon, là, je vais juste vous montrer l'introduction de la vidéo pour vous donner une petite idée de ce qu'est le jeu. Nouvelle-Orléans, 1981. L'été le plus chaud jamais enregistré en ville. L'humidité recouvrait tout comme une couche de miel rance. Des riffs de jazz s'échappaient du vieux carré, le quartier français,
tentant vaillamment de percer l'atmosphère étouffante. Les habitants recouverts de sueur arpentaient les rues, passant d'un parvis à l'autre, comme en état de transe. Si la ville avait jamais mérité son surnom de tombeau humide, c'était bien à l'été 81. Le meurtre avait été brutal, archaïque. La victime n'était autre que l'adjoint du maire, Franck Boisseau, un homme éminent. Depuis qu'un policier avait fait cette découverte macabre dans le parc Louis Armstrong, les catastrophes s'enchaînaient. Les journalistes et les curieux avaient envahi la scène de crime tout juste délimitée par les cordons du DPNO, le département de police de la Nouvelle-Orléans. Le détective en charge de l'affaire jeta un coup d'œil et vomit dans les buissons. C'était la première fois de toute sa carrière qu'un tel spectacle lui retournait l'estomac. Il songea alors à voix haute. « Si nous ne bouclons pas cette affaire très vite, nous risquons de devoir traîner ce boulet pendant des lustres. » Une aide extérieure fut alors requise. Personne ne voulait réellement faire appel à ces gens, mais la police était prête à tout. C'est pourquoi on demanda aux membres de l'agence Beaumont de servir de consultants dans ce qui allait devenir le premier des meurtres du Congo. Voilà, ça c'était pour la mise en place de l'histoire, donc la première partie de l'enquête de The Dark Quarter, puisqu'en fait il s'agit de plusieurs enquêtes, mais qui toutes au final seront liées. Comment ? Ça, on ne le sait pas encore. Alors, on nous indique « Votre progression est sauvegardée automatiquement au début de chaque tour de jeu complet. Vous pouvez charger une partie sauvegardée en sélectionnant une campagne ou un scénario déjà commencé et en cliquant sur « Continuer ». Vous pouvez déclencher vous-même la sauvegarde en cliquant sur l'icône de disquette qui apparaît à l'écran au moment opportun. Note. Pour enregistrer le matériel physique dont dispose votre personnage, vous devez déclencher manuellement le processus de sauvegarde indiqué ci-dessous. Cette fonctionnalité n'est pas accessible via la sauvegarde automatique. Ok. En tout cas, on peut sauvegarder le jeu. Voilà qu'on passe à la mise en place. Alors, je vais pousser un petit peu les plateaux de personnages. Je vais vous rapprocher la tablette. On a donc là la carte de la Nouvelle-Orléans. Et on va nous proposer ceci. L'agence Beaumont, qui va se situer, du coup, si on regarde un peu sur la map, juste ici. Et voilà ce que ça donne. Pour indiquer l'agence Beaumont, on prend notre token de personnage et on va le poser ici. Donc vous voyez, là vous avez l'appli avec le personnage, le nom de l'emplacement, et ici vous avez simplement la carte pour reprendre un peu ce que vous avez sous les yeux. Comme je vous le disais, en multi on peut s'en servir, en solo pour moi c'est tout à fait dispensable d'utiliser ce matériel-là. On va continuer. On appuie simplement sur OK. Je ferai vite. Voilà le dossier d'épreuve, tout droit venu du commissariat. Il ne contient pas grand-chose et je suis à bout de nerfs. Traquez la personne qui a tué Boisseau et découvrez pourquoi il a été assassiné de la sorte. Romero retourna à ses affaires, congédiant les agents. Placez toutes les figurines de personnages près du marqueur Agence Beaumont. Donc là, c'est fait. L'endroit où Boisseau a été brutalement assassiné. Ça se passe à Congo Square. Donc là, on va récupérer
Où est-ce que j'ai mis ça? Là. Toujours les petites boîtes actions, j'adore. J'en profite pour remercier Braxama qui m'a envoyé des petites boîtes que j'arrivais plus à trouver. Donc là, vous avez les jetons points d'intérêt. Ici, c'est face déjà visité. Donc là, nous, on va le mettre face, il existe, mais on n'y est pas encore passé. Ici, comme indiqué sur l'application. Voilà. Donc, ça reprend en bas le texte, l'endroit où Boisseau a été brutalement assassiné. Nous avons un autre point d'intérêt qui vient de se révéler. Cette fois, il s'agit de la mairie. La mairie, elle est juste ici, au niveau du petit rond sur la map. On la pose. Et la voilà. L'épicentre de la politique à la Nouvelle-Orléans est le lieu de travail de la victime. Et c'est au tour de John Robichaud. Tour 1. Régénérer un dé d'effort. Je vais pousser ça. Je vous mets le petit plateau de John Robichaud par ici. On a le pied de biche, on a l'argent. Alors, par contre, dans la règle du jeu, dans la mise en place, je n'ai pas vu si les dés d'effort étaient immédiatement disponibles au début de la partie ou si ils ne l'étaient pas. Donc je vais considérer, n'ayant pas trouvé de réponse, mais je vais quand même finir par chercher sur Board Game Geek, je vais considérer qu'ils ne le sont pas et qu'on doit commencer dès le début de la partie à les régénérer. Mais d'un autre côté, ce serait plus fluff de dire que l'enquête vient seulement de commencer. Là, on est encore frais et dispo, pas fatigué. On n'est pas censé encore arriver en étant déjà fatigué. Qu'est-ce qui est le plus fluff? En fait, c'est comme ça qu'on résout les problèmes dans les jeux de rôle, on réfléchit. Donc là, j'arrive frais comme un gardon, c'est parti. Je récupère mes 3D. Là, du coup, la règle du jeu précise bien que quand on doit régénérer un dé d'effort et qu'on les a déjà tous, il ne se passe évidemment rien. Donc j'appuie sur OK. John Robichaud parcourut le dossier envoyé par la police et manqua s'évanouir. Boisseau avait été attaché à une vieille roue de chariot, les membres en croix et totalement brisés. Et encore, brisés minimisaient l'horreur de la situation. Ils avaient été pulvérisés à des dizaines d'endroits. Le peu qu'il en restait était tordu de manière grotesque. Ce ne furent pas les clichés emplis de violence qui retournèrent l'estomac de Robichaud. Il en avait déjà vu des tonnes lorsqu'il résolvait des crimes en tant qu'inspecteur. Non, ce furent les similitudes avec le meurtre de Maria qui lui donnèrent la gerbe. Près de 2 ans plus tôt, sa femme avait été assassinée de la même manière. Cette méthode d'exécution, l'écartèlement sur la roue, était archaïque et datée du XVIIIe siècle. Et à présent, il était confronté à un deuxième crime, en tout point identique. Et on dévoile ici le domicile de Robichaud. Donc ici, on utilise encore une fois un token sur sa face non révélée. Et là, on le pose tout simplement ici. C'est là qu'il est censé vivre. Enfin, qu'il vivait avant. La maison de famille des Robichaud, condamnée et abandonnée depuis près de 2 ans. Là, c'est à moi de jouer. Enfin, c'est à John Robichaud de jouer. Alors, je vais vous montrer juste pour que vous voyez comment ça se passe. Et ensuite, on arrêtera. Je vous parlerai un petit peu de la façon de jouer à ce jeu-là. Et c'est parti. John Robichaud se rend à sa maison de famille qu'il a abandonnée il y a 2 ans. Interagir avec domicile de Robichaud. Oui. Donc, on dévoile sur la map. Ici, je place le jeton côté blanc. Et John Robichaud s'y déplace. Et là, on me demande de préparer la carte lieu numéro 12.
je vais la mettre ici. Donc ça c'est fait. Les rubans de la police indiquant une scène de crime barraient encore la porte. Cela faisait plus d'1 an que Robichaud n'était pas venu. Il logeait dans un motel miteux, non loin de l'agence. Et nous allons découvrir ici, grâce à nos petits jetons de points d'intérêt aussi, qu'il y a dans la pièce, sur une petite tablette à l'entrée, une photo. Le couple photographié semblait très heureux. Il y avait de la poussière partout, notamment sur une photo que John et Maria Robichaud au bal de la police en 1979. Et là, il y a un petit truc intéressant. Ces petits jetons-là ont une signification à laquelle il faut prêter attention. On va le placer, comme demandé, juste ici. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul John Robichaud a le droit d'interagir avec ce point d'intérêt. Si Constance Moreau se présente dans la maison, elle ne pourra pas accéder à cet emplacement. Alors, Robichaud, signalez le point d'intérêt avec l'un de vos marqueurs personnages. Il ne sera accessible que pour vous. La tablette précise tout, hein. Ensuite, dans la chambre, il y a également un point d'intérêt. L'une des portes du couloir menait à leur chambre, où les affaires de Maria étaient encore stockées. Apparemment, il n'a pas eu cœur de se débarrasser des effets personnels de sa défunte femme. Dans la chambre également, seul John Robichaud peut interagir avec le point d'intérêt. Il y a ensuite une porte à l'arrière. Elle mène au jardin. De l'autre côté de la porte à moustiquaire menant au jardin, Robichaud distinguait la silhouette d'un cabanon. Il faillit vomir. Il n'avait aucune envie d'être ici. Donc là, tout simplement, j'ai fait la mise en place de la carte lieu pour vous montrer. Regardez l'application et regardez la carte lieu. Voilà, ce que je vous disais, hein, c'est du matériel tout à fait dispensable en fait. Parce que vous avez tout ici et en plus, c'est étiqueté. Et vous avez bien les petits marqueurs qui vous rappellent que seul John Robichaud peut interagir. Donc là, je vais faire le tour pour qu'on puisse conclure et que je puisse arrêter. Je vais aller dans la chambre. Donc, interagir avec chambre, oui. Robichaud observa la chambre, le cœur de leur foyer. Une fine couche de poussière recouvrait tout. Rien n'avait été déplacé. L'absence de Maria lui parut soudain étouffante. On va pouvoir examiner la pièce, donc faire un test d'enquête, ou détecter la présence de magie. Alors, je vous rappelle que tout à l'heure, on s'est dit que la magie, c'était pas trop son truc à John Robichaud. Donc, on va tout simplement examiner la pièce. Et je vais lancer les 2 dés principaux qu'on doit lancer à chaque tour et un dé de fatigue. Je vais faire 3, 6, 7. Ça veut dire que j'ai 2 réussites. Donc, on examine la pièce. C'était bien un test en vert. Saisir le nombre de succès, 2. Je confirme. Succès saisi 2. Est-ce correct? Oui. Il y avait un pendentif noir sous l'oreiller. L'un des gris-gris de Maria. Robichaud l'avait complètement oublié. Peut-être tentait-elle de le protéger, finalement. Prenez la carte 6, pendentif sombre du paquet consommable, et ajoutez-la à l'inventaire de votre personnage. Donc la carte 6, la 4, 5, la carte 6. Nous avons gagné un pendentif sombre. Un consommable,
pendant n'importe quel test, ajouter 2 succès. On garde ça. Et on doit l'ajouter à l'inventaire, non pas du groupe, parce que attention à ça aussi, il y a un inventaire du groupe et un inventaire par personnage. Là, c'est bien pour mon personnage. Il y avait un vieux bocal sur le bureau, rempli d'argent abandonné. Maria le réservait au coup dur. Robichaud empocha la monnaie, tâchant de ne pas songer à ce que sa femme en aurait fait. Ce fut peine perdue. Prenez la carte 01 argent du paquet consommable et ajoutez-la à l'inventaire de votre personnage. Donc, c'est parfait. Sa femme avait quelques petites économies qu'on a retrouvées. Certainement que le nombre de succès qu'on a fait nous a permis d'avoir un petit bonus. Donc, on a récupéré la carte argent, et elle est dans notre inventaire. On supprime le point d'intérêt qui est ici. Du coup, je le supprime également sur la carte. Puisqu'on a déjà interagi, on ne pourra plus le faire. Ok. Votre tour est terminé. Ce sera à Constance Moreau de jouer. Donc là, on s'arrête pour l'instant parce que je ne veux pas spoiler tous les gens qui n'ont pas du tout envie de l'être. Et simplement pour vous dire, ok, le jeu a une appli, ok, c'est pas ce qu'on préfère en général. Mais là, ça donne des options. Ça donne des options pourquoi? Parce que là, c'est bientôt les fêtes de famille. On va se retrouver en groupe. Et en fait, ce jeu-là, c'est un peu comme les demeures de l'épouvante. On peut le jouer en version jeu de rôle. En fait, cette partie-là, vous l'oubliez, ou alors vous la laissez si vraiment les joueurs ont un peu de mal à imaginer les lieux. Vous gardez la tablette, vous laissez à chaque personnage, ces cartes objets, ces petites choses-là, et vous leur donnez quoi? Une feuille, un crayon, de quoi prendre des notes, et c'est parti. Celui qui garde la tablette fait le maître du jeu et raconte l'aventure aux autres. Donc ça déjà, vous pouvez le vivre de cette façon-là. C'est toujours très sympa, les demeures de l'épouvante. Si vous avez déjà essayé comme ça, vous savez que c'est hyper chouette. Beaucoup plus chouette qu'avec la tablette. Et si tout le monde veut jouer et qu'il n'y a pas un maître du jeu qui se dévoue, en fait, tout simplement, passez-vous la tablette tour à tour et là, vous pouvez pimenter un petit peu l'expérience. C'est-à-dire que vous pouvez donner des traits de caractère à vos personnages. Ça peut être quoi? Ça peut être, par exemple, un des personnages est schizo. Donc, on peut dire qu'il va entendre des voix. De temps en temps, quand il va donner les informations de ce qu'il vient de vivre, il va ajouter une fausse info ou ce genre de choses dans ce qu'il va rapporter aux autres. Ou vous pouvez dire que Constance Moreau, par exemple, quand elle était petite, il lui arrivait une mésaventure dans un cimetière. Depuis, elle a super peur. Du coup, si à un moment donné, il y a un cimetière dans l'aventure, ce sera pas elle qui pourra y aller parce que elle flippe trop des cimetières. Vous pouvez dire que un des persos est dépressif. Donc en fait, quand vous racontez ce que vous avez à l'écran aux autres, vous le tournez toujours super mal. Genre là, on vient de trouver un pendentif sombre et quelques petites liasses de billets. Ouais, j'ai trouvé un pendentif sombre. Il est dégueulasse, il va falloir que je le nettoie. Des sous. Elle avait des économies, Maria. Je suis sûre qu'elle essayait de se barrer. Elle mettait de côté pour me quitter. Voilà. Enfin, moi, j'étais fou d'elle et elle voulait se barrer. Enfin, voyez, vous jouez un peu roleplay vos personnages, en fait, autour de la table en vous passant la tablette chacun votre tour et vous interprétez votre personnage et ce qui vous arrive. Ça, c'est super chouette aussi comme façon de jouer. Vous pouvez aussi vous rajouter les mots obligatoires à placer pendant la partie. Vous savez, des mots improbables à placer dans des conversations qui n'ont rien à voir. Genre, vous négociez un contrat avec un tueur à gages et vous devez réussir à placer le mot grenouille de façon totalement naturelle dans une de vos phrases. Et vous vous débrouillez. Et ces mots, on peut les mettre dans un petit truc en début de partie. Chacun tire son mot au sort et voilà. Donc plein de petites choses pour dynamiser un petit peu tout ça.
pas rester le nez collé à la tablette et vivre vraiment une grosse aventure, une grosse enquête. Donc je pense que pour les fêtes, c'est un jeu qui pourrait vraiment vous intéresser. En ce qui concerne le solo, bah moi ça va, j'arrive à jouer à des jeux avec tablette. C'est pas ce dont je raffole le plus, ça c'est sûr. Je vais préférer l'application de FateForge à l'application de Descent V3 par exemple, clairement. Parce que j'aime pas que ce soit trop invasif. Mais en fait, là, comme je vous le disais, moi, si je joue à ça en solo, ben tout ça, je me casse pas la tête avec. C'est pas la peine. Donc en fait, je prends mes plateaux de perso, 2 ou 4, en fonction de ce que je veux faire, ma tablette, et je joue uniquement avec ça. Et du coup, ça devient un jeu complètement différent. C'est plus un jeu de plateau, je le vis vraiment comme un petit jeu de rôle solo, tout simplement. Voilà. Donc, je ne sais pas si le jeu vous fait de l'œil ou pas. Moi, je vais me lancer dans l'aventure. Je vais pas vous dire prenez-le, prenez-le, il est génial. Je ne sais pas. J'en sais rien. J'ai des attentes. Je voulais juste vous partager un petit peu les premières petites impressions qui sont plutôt positives. Et bah maintenant, je vais jouer. Ça donnera lieu à une ou deux autres vidéos. Je ne sais pas trop le temps des parties d'ailleurs. C'est une bonne question. On verra ça. Et je vais jouer ma partie. Je vous dirai ça plus tard. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce jeu. Donc, The Dark Quarter, Cabal à la Nouvelle-Orléans, et j'ai l'extension qui arrivera normalement la semaine prochaine. Je compte bien faire toute l'aventure. Je vous souhaite de bien vous amuser avec vos boîtes, d'être bien gâtés pour Noël, parce qu'on a tous été super méga sages, j'en suis convaincue. Et je vous dis à bientôt pour la suite des Ludic Awards, évidemment.